c'est ce que Dr Arruda ne devrait pas faire ses points de presse d'un côté, le politique de l'autre. Est-ce que la santé publique, dans quelle mesure les va-et-vient, ça peut créer de la confusion certaines fois? Puis la semaine dernière, on va le dire, Sébastien, ensemble, ça a été la semaine de la confusion à plusieurs égards sur l'âge pour retourner travailler. Par exemple, il y a eu une valse qui a duré 3 jours. Oui, j'entends les gens dire « Oui, mais on ne sait pas, on n'a jamais connu ces choses-là, mais quand même, on peut, et quand ce n'est pas clair, on doit poser des questions, en fait. » Voilà. Et expliquer les positions aussi. Et ce n'est pas de la division que de poser des questions. On laisse M. Legault et Dr Arruda tenir leur point de presse. On se retrouve tout de suite après, mesdames et messieurs. Directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Donc, M. Legault, à vous la parole. Oui, bonjour tout le monde. Avant de vous donner le bilan de la journée, je veux revenir sur ce que j'appellerais l'évolution des consignes. On le sait, la pandémie évolue, le contrôle de la situation évolue, donc c'est normal que les consignes évoluent. C'est pas parce qu'on change d'idée, c'est parce qu'on s'adapte. Puis je vais vous donner quelques exemples. Quand on a au début vu que la pandémie s'accélérait, on a fermé, entre autres, les commerces, les écoles, les services de garde. Maintenant qu'on voit qu'en région, donc à l'extérieur du Grand Montréal, la situation se stabilise, est plus sous contrôle, bien, on réouvre les commerces, les écoles, les services de garde. Je donne un autre exemple. Les proches aidants, au début, surtout avec les problèmes qu'on avait dans les CHSLD, on a refusé aux proches aidants d'aller visiter leurs parents, par exemple, parce qu'on voulait limiter la propagation du virus. Bon, là, il est arrivé un phénomène. Après 2 mois, c'est un peu normal. Il s'est créé beaucoup d'anxiété chez certaines personnes en résidence. Il y en a même qui refusaient de manger parce qu'ils étaient habitués de voir de temps à autre leurs enfants. Donc, dans la balance des inconvénients, on a évolué, la situation a évolué, puis on a décidé de donner accès aux proches aidants pour aller voir les résidents. Donc, la situation a évolué. Autre exemple, les personnes de 70 ans. Je vous rappellerai qu'au début même, on parlait justement des personnes de 70 ans, on leur disait de ne pas sortir. Après, on a dit, bien, faites attention, faites faire vos courses, votre épicerie par quelqu'un d'autre. Et on a mis en place des consignes comme le 2 mètres. Et la santé publique, de façon très indépendante, a décidé que maintenant, c'était correct, c'était acceptable que les personnes de 60, 69 ans reprennent leurs activités régulières, tout en maintenant le 2 mètres, là, qui commence à être pas mal dans la tête des gens. Donc, la situation évolue, on s'adapte. Là, il y a des gens, j'entends des gens qui disent on retourne des enfants dans les écoles primaires en région, mais on n'a pas le droit de faire des rassemblements familiaux. C'est quoi la différence? Bien, la différence, c'est qu'il faut y aller graduellement. Si on commence tout en même temps à tout permettre, bien là, il va y avoir plus de risques de propagation. Donc, éventuellement, je l'espère, le plus vite possible, on va repermettre les rassemblements familiaux, mais pour l'instant, on dit, on réouvre les écoles, c'est important les écoles, c'est un service essentiel pour les enfants, mais on n'est pas rendu aux rassemblements familiaux parce que ça ferait trop de déconfinement en personne, en même temps, c'est-à-dire. Donc, c'est ça, là. C'est pas une question de changer d'idée, c'est une question d'y aller graduellement. C'est une question de s'adapter, de regarder aussi l'évolution de la pandémie dans chaque coin du Québec. La situation n'est pas la même, selon qu'on est à Montréal ou à l'extérieur de Montréal. Donc, on s'adapte. Et puis, je vous annonce une chose, dans les prochaines semaines, on va continuer d'adapter les consignes et de les faire évoluer. Donc, ceci étant dit, le bilan
de la journée d'hier. On a eu hier 85 décès. Donc, on est à un total de 3013. Donc, mes pensées vont bien sûr aux familles, aux proches de ces victimes. Juste pour vous montrer un peu comment la situation est différente à Montréal, de l'extérieur de Montréal. Sur les 85 décès, il y en a 82 qui sont dans la grande région de Montréal. Donc, on voit vraiment là que d'un côté, la situation est très difficile, de l'autre côté, la situation est plus facile. On a maintenant 38 469 cas. C'est une augmentation de 748 compte tenu, là, je vais revenir tantôt, mais de l'augmentation importante des tests, c'est quand même une diminution. Il faut aussi rappeler qu'on a au moins 9 700 personnes parmi ces 38 000 qui sont guéries. Donc, comme on vous a déjà expliqué, on ne teste pas toutes les personnes qui sont guéries, parce qu'on préfère se concentrer sur les personnes qui ont des symptômes, mais on a au moins 9 700 qui sont guéries. Dans nos hôpitaux, on avait hier 1838 personnes hospitalisées, c'est une augmentation de 7. 193 personnes aux soins intensifs, c'est une diminution de 6. L'autre question que j'entends beaucoup, je lisais un peu ce que les gens écrivent. J'ai parlé à beaucoup de monde en fin de semaine. Évidemment, la question que tout le monde se demande, c'est pourquoi on a plus de décès au Québec qu'à d'autres endroits dans le monde. Moi, je dirais qu'il y a 3 grandes raisons. Première raison, la relâche scolaire. La relâche scolaire québécoise est arrivée au pire moment. Donc, on a eu beaucoup de Québécois qui sont allés en voyage, ont eu le virus, sont revenus, ont transféré le virus, ont donné le virus à quelqu'un d'autre, qui l'a donné à quelqu'un d'autre, qui l'a donné à quelqu'un d'autre. Et donc, c'est ce départ-là qui ne nous aide pas. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est qu'au Québec, ça a toujours été le cas, même quand il y a des grandes chaleurs, on déclare tous les décès associés à une maladie, un virus. Donc, on est réputé pour déclarer, et puis même par association, quand quelqu'un décède dans un CHSLD, s'il est associé à quelqu'un qui avait la COVID, bien, il est calculé comme COVID. Ce n'est pas le cas partout dans le monde. Et la troisième raison, puis là, on est tous responsables, les gouvernements, là, puis je n'essaie pas de nier et puis de me défiler, mais on était mal préparés dans nos CHSLD. D'abord, il y a une question, puis un enjeu de société. On a au Québec beaucoup plus de personnes âgées dans les centres de soins de longue durée, toute proportion gardée, qu'ailleurs dans le monde. Donc, c'est un choix de société qu'on a fait. Beaucoup de nos parents, nos grands-parents aboutissent dans les CHSLD, plus au Québec qu'ailleurs. Il faudra revoir ça. C'est sûrement quelque chose sur lequel il faudra se pencher. Deuxièmement, bien, les gens étaient mal payés dans les CHSLD. Donc, dans les CHSLD privés, on parlait de 13 de l'heure. Dans les CHSLD publics, on parlait de 21 de l'heure. Donc, ce n'est pas des salaires très élevés. Résultat des courses, beaucoup de personnel à temps partiel et du personnel qui s'est promené d'un CHSLD, donc d'un centre à l'autre, donc sans amener, évidemment, parce qu'il y avait du personnel peut-être un peu moins qualifié, qui ont eu le virus, puis qui l'ont amené dans plusieurs résidences. Donc, de ce côté-là, on a tout un mea culpa à faire, là, tous les gouvernements, puis encore une fois, je ne veux pas blâmer les autres, là, je prends ma part de responsabilité, mais on était mal préparés dans nos centres de soins de longue durée, et puis c'est une des raisons pourquoi on a plus de décès. Vous l'avez vu vendredi ou en fin de semaine, l'Institut national de la santé publique a rendu public 2 études, 2 prévisions. D'abord, je
précise. C'est pas moi, c'est pas le gouvernement qui a décidé de la date puis l'heure de la publication des études. Je sais que des gens ont dit, pourquoi un vendredi après-midi? Bon, est-ce qu'il aurait dû attendre au lundi matin? Là? Il y aurait peut-être des gens qui auraient dit, là, pourquoi vous retenez des études pendant 3 jours? Bon, bref, ils les ont sortis au moment où les études étaient prêtes. Ces 2 études-là arrivent aux mêmes conclusions. D'abord, bonne puis une mauvaise nouvelle. En région, à l'extérieur du Grand Montréal, la situation est sous contrôle. Donc ça, c'est une conclusion importante pour la suite des choses. Par contre, à Montréal, la situation n'est pas sous contrôle et est inquiétante. Puis là-dessus, je vais être très clair. Là. On est tous inquiets de la situation à Montréal, moi le premier. Donc, il n'y en a pas des plus inquiets puis des moins inquiets. Là, on est tous inquiets. Puis quand on regarde les prévisions de l'INSPQ, bien, on voit que s'il y avait des confinements, il y aurait un risque majeur là, d'explosion des cas, des hospitalisations. Donc, c'est pour ça qu'on a pris la décision que les commerces, les écoles, les services de garde n'ouvriront pas dans la grande région de Montréal avant le 25 mai. Et c'est pas impossible que ça soit même repoussé plus tard. Puis c'est pas impossible que les écoles, on décide dans le Grand Montréal de seulement les réouvrir en septembre. Mais on va suivre la science, on va suivre les résultats, on ne prendra pas de risques. Et si la situation n'est pas sous contrôle à Montréal, on va repousser l'ouverture des commerces, des écoles, des services de garde. On est tous d'accord avec ça. Que ce soit les spécialistes du fédéral ou les spécialistes du provincial ou du municipal, on est tous inquiets de Montréal, puis on suit la situation de très près. Bon, maintenant, pour envisager éventuellement déconfiner, une des clés, c'est de faire plus de tests. Bon, on a réussi, à peu près en une semaine, de passer de 6 000 tests par jour à 10 000 tests par jour, mais c'est pas assez. Il faut augmenter plus que ça. Et c'est pour ça qu'on a adopté en fin de semaine un décret pour demander à certains groupes de professionnels, comme par exemple les dentistes, les hygiénistes dentistes, de pouvoir faire des prélèvements, donc faire des tests. Donc, on va avoir plus de monde pour être capable de faire des tests. Donc, on pense que dans les prochains jours, on va être capable d'augmenter le nombre de tests et puis de bien suivre la situation. Autant en région, on veut être certain que ça reste sous contrôle, qu'à Montréal, où on veut voir si la situation finit par s'améliorer. Bon, évidemment, le grand défi qu'on a, en particulier à Montréal, c'est le personnel. Content de voir, il y a quelques centaines d'employés qui ont recommencé à revenir dans le réseau au cours des derniers jours. On espère que ça va se poursuivre. Puis je lance encore un appel. Tous ceux qui ont fini leur quarantaine, tous ceux qui ont eu le virus, puis là, ils ont passé le temps qu'ils devaient passer à s'isoler, s'il vous plaît, revenez. Parce qu'on a dans le réseau des gens fatigués, des gens qui ont besoin de repos, puis donc on a besoin de renforts. Bon, vous dire aussi, du côté des soldats, on est rendu à 780 soldats dans les CHSLD. Bien, pas tous dans les CHSLD. Je pense qu'il y en a peut-être 200 là, qui supervisent à l'extérieur des CHSLD, mais quand même, ça vient donner un bon coup de main. Puis je veux dire merci à l'Armée canadienne. Je sais qu'ils veulent augmenter ce nombre-là à 1350. C'est bienvenu, évidemment. Mes remerciements du jour, c'est pour tous ceux qui ont organisé les 2 grandes fêtes, samedi soir puis dimanche soir. J'ai écouté les 2, là, en direct de l'univers à Radio-Canada samedi soir, et puis une chance qu'on ça dimanche, hier soir, à TVA et à Télé-Québec. Ça fait du bien. Ça fait du bien de voir nos grands, Céline Dion, Ginette Renault, Jean-Pierre Ferland, Claude
Bois, j'en oublie, Gilles Vigneault, t'es content de le voir en forme, t'es content aussi, j'ai trouvé très drôle Marc Labrèche en Louis Mariano, ça a fait ma soirée samedi soir. Et tous les groupes de jeunes aussi, que peut-être moi, personnellement, je connais un petit peu moins, mais je pense que ça a fait du bien aux jeunes de voir des groupes de jeunes, puis ça a montré qu'on a de la relève, puis qu'on a du talent au Québec. Donc, merci à tous les artistes de nous avoir fait du bien, une chance qu'on vous a. Une nouvelle pour vous aussi. On vient juste de me donner le chiffre. Vous savez, hier soir, il y avait une collecte de dons pour les petits frères, là, pour ceux qui s'occupent des personnes âgées qui sont seules et pour les organismes qui s'occupent de violences conjugales. Les Québécois, là, m'impressionnent toujours. 2 millions qui ont été ramassés, 2 millions qui ont été donnés par les Québécois pour ces deux causes-là. Merci à tous les Québécois pour, encore une fois, votre grande générosité. En terminant, un message, peut-être pour les personnes qui sont à l'extérieur de Montréal. J'ai entendu aussi beaucoup en fin de semaine des gens qui n'habitent pas dans le Grand Montréal, qui ont peur que des gens de Montréal descendent dans leur région. Bon. D'abord, c'est important de le dire, là, si on reste à 2 mètres, comme on le fait actuellement, il n'y a pas de danger que quelqu'un de Montréal vienne infecter. Si il y a trop de mouvements, puis il y a trop de gens de Montréal qui vont dans les régions, on n'hésitera pas, avec le docteur Arruda, à mettre des consignes pour empêcher là, ces mouvements-là. Mais franchement, moi, je veux pas que les Québécois commencent à chicaner puis à se diviser entre Montréal puis le reste du Québec. On est tous ensemble dans le même bateau. On doit tous se serrer les coudes à 2 mètres, tous les Québécois ensemble. Donc, je remercie beaucoup tous les Québécois pour leur solidarité. Je compte sur vous. Merci beaucoup. Now, a few words in English. Good Anglais maintenant, bonjour. Le week-end dernier, le INSPQ a publié 2 études qui ont montré que la situation à Montréal demeure assez fragile. C'est pourquoi nous avons reporté la réouverture jusqu'au 25 mai. Et le 25 mai, nous rouvrirons uniquement si toutes les conditions sont réunies. Les 2 études ont également montré que la situation est maîtrisée à l'extérieur de Montréal. C'est pourquoi nous avons rouvert les entreprises, les commerces et cette semaine les écoles également. Quant aux effectifs dans notre système de santé, nous avons déjà des renforts qui viennent, mais d'autres sont nécessaires. C'est pourquoi je demande aux travailleurs de la santé qui ont été déclarés positifs et qui se sont rétablis depuis, s'il vous plaît, revenez-nous. Nous avons besoin de vous. Finalement, chacun doit respecter la distance sociale. Je compte sur vous tous. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. Alors, pour la période des questions en français, nous allons débuter aujourd'hui avec Marco Belair du journal Le Devoir. Bon retour. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bonjour, Dr Arruda. Monsieur Legault, vous êtes un politicien, un homme politique aguerri. Vous savez qu'un des plus vieilles pratiques dans le manuel du politicien, c'est lorsqu'on veut qu'une nouvelle soit peu couverte, c'est de la dévoiler un vendredi après-midi. Comment avez-vous réagi, vous, à la parution de 2 études importantes par l'INSPQ vendredi dernier en fin d'après-midi? Bon, mais d'abord, j'en ai pris connaissance vendredi après-midi, moi aussi. Donc, c'est pas le gouvernement là, qui a décidé de publier à ce moment-là. C'est indépendant, l'INSPQ. Ils ont décidé, parce qu'ils étaient prêts à publier vendredi après-midi. Comme je le disais tantôt, s'ils avaient retenu l'étude jusqu'à lundi, il y a des gens qui auraient dit pourquoi ils ont retenu une étude pendant 3 jours. C'est l'INSPQ là, qui font pas de politique, qui ont des scientifiques, des experts,
Puis ils étaient prêts à publier vendredi, puis ils ont publié vendredi. Puis c'est peut-être pas idéal. C'est pour ça qu'on a discuté avec le docteur Arruda là, de faire peut-être une séance d'explication dans les prochains jours pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Là. Mais moi, je l'ai feuilleté vendredi après-midi, puis je l'ai lu en fin de semaine, mais je ne l'ai pas eu avant vous autres. Donc, je comprends que l'INSPQ agit en toute indépendance. Elle ne s'arrime pas au gouvernement pour déterminer le calendrier de ses parutions. Monsieur Arruda, acquiescez-vous à la demande du Parti québécois d'indiquer publiquement si les recommandations que vous faites sont suivies intégralement, partiellement ou aucunement par le gouvernement? Bien, jusqu'à maintenant, toutes les recommandations que j'ai faites ont été suivies. Je pense qu'elles ont été suivies. Il y a eu des discussions, il y a des scénarios qui sont analysés. Vous comprendrez ici là, qu'actuellement, on est dans une situation complètement nouvelle, émergente. De la littérature qui indique toutes les décisions à prendre ne sont pas nécessairement là. Mais à date, les recommandations qu'on a faites, elles ont été suivies. L'Institut peut nous donner des éléments, c'est clair. Puis après ça, nous, ils font ce qu'on appelle une analyse de risque. Et la gestion du risque, elle est prise par les décideurs. C'est-à-dire, moi, comme directeur national, qui va balancer des autres facteurs. Mais à date, j'ai exercé mon rôle de santé publique de façon tout à fait libre. Merci. Maintenant, au tour d'Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour à vous deux. Ce matin, plusieurs écoliers sont retournés en classe, des professeurs, des éducatrices. J'aimerais savoir combien de tests il va se faire aujourd'hui, puis il y en avait combien pour la communauté métropolitaine de Montréal et surtout combien pour l'extérieur? Bon, écoutez, les tests ont été divisés en catégories. Je vais vous parler de la perspective communautaire, si vous me permettez, là, pas celle qui est en lien avec les milieux de soins, etc., parce qu'on a une capacité de 14 000 tests, ça fluctue. Les week-ends, ça a tendance à diminuer un peu parce que les personnes sont moins au rendez-vous. Mais en termes communautaires, ce qu'on vise dans la région métropolitaine, dans Montréal, c'est 3 000 tests associés à ce que j'appellerais des interventions communautaires. Dans la région métropolitaine, plus, ça c'est 3 000 pour Montréal, plus 80 % dans la CMM va être dans la région de Montréal. Donc, des tests qu'on a actuellement. On a vu des directions d'école, des professeurs prendre la température des élèves avant d'entrer ce matin. Est-ce que c'est utile, nécessaire, et est-ce qu'on va voir une séparation entre les écoles privées et les écoles publiques pour la gestion du virus dans les prochaines semaines, je pense? Écoutez, les protocoles qu'on applique, nous, ne recommandaient pas nécessairement la prise de température, à moins qu'un enfant démontre des signes évidents de température, a l'air moche, etc. Parce que la prise de température n'est pas un indicateur nécessairement que c'est ça. Et deuxièmement, il y a beaucoup de débats autour de ça au point de vue scientifique. C'est sûr que dans les aéroports, on va le pratiquer comme méthode de screening, là, mais les évaluations scientifiques n'ont pas été là. Ça ne nuit pas comme tel, mais je pense que c'est plus la surveillance des symptômes comme tel qui va être l'enjeu. Puis quelqu'un peut être complètement asymptomatique, puis on sait qu'il pourrait être porteur. Donc, la prise de température n'est pas quelque chose qui est absolument recommandé. Merci. Prochaine question. Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre. Je comprends que vous avez pris connaissance des nouvelles projections de la santé publique, donc publiées vendredi. Je comprends aussi que vous n'allez pas prendre de décision si c'est trop risqué. Mais à la lumière des conclusions qui sont quand même assez inquiétantes, on parle d'un nombre d'hospitalisations qui pourrait bondir cet été à Montréal, de décès hors CHSLD augmenter significativement aussi. Pourquoi pas tout de suite suspendre cette idée de rouvrir commerce et écoles le 25 mai et dire, écoutez, là, on met cette date-là sur pause, en attente. Cette idée-là ne se mettra pas nécessairement en place, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, voyant venir cette échéance-là, sont très inquiets, se demandent si on ne prend pas des risques inutiles, s'il n'y a pas une pression qui s'exerce justement pour accélérer le déconfinement. Pourquoi pas mettre justement tout ça sur pause dans le contexte? Ouais. Bien, l'objectif de mettre des dates potentielles, c'est de donner la chance aux gens de se préparer. C'est pas simple, réouvrir une école, c'est pas simple, réouvrir un commerce. Donc, on veut donner un calendrier tentatif. Je sais d'ailleurs que d'autres secteurs
les restaurants, le tourisme, les hôtels, les salles de spectacle aimeraient ça, avoir des dates potentielles, mais ces dates-là semblent plus loin, donc on ne pense pas pour l'instant que ça vaille la peine de déposer un calendrier. Mais pour les écoles, les commerces, on pensait que c'était une bonne idée que les gens se préparent. Encore une fois, on va suivre la situation, effectivement, que ce soit les études de la INSPQ ou que ce soit, parce qu'on a pris la décision avant même ces études-là, donc tous les chiffres que nous donne le Dr Arruda, pour l'instant, la situation n'est pas sous contrôle à Montréal, la situation est inquiétante, puis il n'est pas question de réouvrir les commerces, les écoles, les services de garderie avant le 25, puis c'est possible que ça soit repoussé après le 25 si la situation ne s'améliore pas. Oui, je vous ai bien entendu réitérer l'indépendance totale de la santé publique. N'empêche, il y a beaucoup de voix qui se sont élevées ces derniers jours pour réclamer peut-être une plus grande apparence d'indépendance. On vous voit ici tous les jours assis un à côté de l'autre. Des fois, la ligne n'est pas tout à fait claire entre quelle est la recommandation de la santé publique, quelle est la décision du gouvernement. Il y a des partis d'opposition qui appellent à des conférences de presse séparées, par exemple. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, justement, de distinguer plus clairement dans le message, dans les communications, ce qui vient de la santé publique, ce qui vient du gouvernement? Bon. D'abord, moi, ce que je vous dis, là, c'est que la santé publique est indépendante. OK? Là, ça, c'est clair. Moi, je vous le dis. Dr Arruda vous le dit. Bon. Il y a peut-être un groupe d'opposition qui ne croit pas ça, là, mais bon. Moi, je pense qu'il y a une utilité qu'on soit les deux en même temps ici, parce que certaines de vos questions, vous le voyez depuis le début, c'est plus à moi d'y répondre, mais il y a d'autres questions qui sont très techniques. Là. Moi, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un spécialiste de la santé publique, donc il y a des questions que vous posez. Je pense que pour vous autres aussi, c'est plus efficace d'avoir les deux en même temps. Merci beaucoup. Maintenant, au tour de Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Monsieur le Premier ministre, bonjour, Dr Arruda. Monsieur Legault, on a l'impression que vous avez une grande hésitation à confiner davantage la région de Montréal, parce que durant toute la crise, on a isolé les régions, mais on n'a jamais isolé la région de Montréal. On a laissé les déplacements, tout ça, alors que ça avait été évoqué en début de pandémie, là, autour de la mi-mars. Il y avait été question que peut-être on pourrait le faire, même dans certains quartiers, etc. Qu'est-ce qui vous empêche d'être plus sévère avec les gens de Montréal, alors que la pandémie, elle est là-bas? Vous n'arrêtez pas de le dire vous-même. M. Arruda le dit également. M. Arruda a même dit, ailleurs au Québec, c'est le paradis. Les problèmes sont à Montréal, mais on a l'impression que juste à Montréal, qu'il n'y a pas de confinement régional. Bien, écoutez, j'ai essayé de l'expliquer tantôt. Je peux réessayer. D'abord, à tous les jours, incluant ce matin, j'ai demandé au Dr Arruda, pensez-vous que ce serait une bonne idée de confiner la grande région de Montréal? La santé publique me dit, pour l'instant, non. Donc, il faut se fier à la science, premièrement. Deuxièmement, il y a peut-être un mois à peu près, là, on a fermé certaines régions. Donc, ce que ça voulait dire aussi, c'est que les gens de Montréal n'avaient pas le droit d'aller dans les régions comme au nord du Québec. Donc, on a fermé le Québec en deux. Là, on pense aujourd'hui que c'est pas nécessaire. Mais comme je disais tantôt, ça va évoluer. Puis ça se peut que la santé publique me dise demain ou dans une semaine, bien, ça serait peut-être mieux de confiner Montréal. Mais on suit les indications de la santé publique. Il y a des inconvénients aussi à fermer les régions. Il y a des gens qui ont de la parenté, du monde qui vivent dans des régions différentes, qui veulent se rencontrer tout en respectant le 2 mètres. Donc, moi, je pense aussi avec la règle du 2 mètres qui est de plus en plus en place, je ne pense pas qu'on devrait avoir peur quand on est en région de recevoir quelqu'un de Montréal. Puis même, éventuellement, avec le tourisme international qui va baisser beaucoup dans les prochaines années, j'espère que les gens de Montréal vont être bienvenus en Gaspésie, vont être bienvenus en Laurentides, bienvenus en Estrie, tout en maintenant des consignes comme la distance de 2 mètres. On est un peuple.
Ben, je vais utiliser mon ricochet pour aller vers Monsieur Arruda. C'est qu'on soit les deux en même temps. Monsieur Arruda, vous avez été sévère vendredi dans vos propos à l'égard des gens de Montréal en disant, là, il faut respecter les règles, sinon on va vous taper les fesses, là. Monsieur Legault dit, on vous a posé la question, vous avez dit que pour l'instant, il ne faut pas confiner Montréal. Qu'est-ce que ça prendrait pour qu'on le fasse et pourquoi ne pas confiner certains secteurs plus chauds de la ville de Montréal pour empêcher qu'il y ait une transmission à l'extérieur de ces quartiers-là? Bien, il y a des effets au confinement. Premièrement, il faut comprendre que quand on parle de Montréal, il y a Laval, puis il y a la Rive-Sud, puis la Rive-Nord. Hein? C'est un tout sociétal, si vous me permettez. Je ne sais pas si vous comprenez, il y a beaucoup de flots de personnes entre ces régions-là. On n'est pas en train de comparer comme la Gaspésie puis les autres régions comme périphériques. Il y a comme un tout de société. Les indicateurs, probablement, il faut aussi comprendre puis, que la situation est fragile. C'est surtout en CHSLD puis des résidences de personnes âgées où la situation se fait. Il y a de la transmission communautaire, c'est sûr, mais on est à un RO qui est à 1, c'est-à-dire qu'on est à la limite du 1, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une amplification dans la communauté actuellement. Si l'on déconfinait le 25, il faudrait surveiller. Puis je voudrais aussi dire là, que les scénarios, c'est un élément très important dans notre prise de décision. Il y a énormément d'incertitudes dans les scénarios selon les modèles qu'on met à l'intérieur, mais ça nous donne une idée de ce que ça pourrait avoir l'air. Et ça ne tient pas compte des autres mesures qu'on mettrait en place s'il y avait du déconfinement, qui est la recherche de cas et de contacts pour essayer de diminuer. Ce que je peux juste vous dire par rapport à ça, c'est que ça va être les 6 critères là, de l'OMS qui vont nous servir. Indépendamment que le scénario soit là ou pas, si les hospitalisations ne chutent pas, si on démontre qu'il y a une transmission active et qu'on n'est plus capable de la contrôler, si les hôpitaux sont en surcharge, on ne déconfinera pas. Mais pour confiner la CMM, disons, là, il faudrait qu'on démontre qu'il y a véritablement une transmission active. Vous allez dire, vous dites c'est fragile. Il y a un R1, on n'est pas en train de monter comme ça. Les hospitalisations sont stables, les soins intensifs commencent à peine à descendre. On n'est pas au critère de déconfinement, mais on n'est pas non plus au critère d'un confinement total. Merci. Geneviève Lajoie, Journal de Québec, Journal de Montréal. Bonjour. Monsieur Legault, vous avez été félicité beaucoup depuis le début pour vos efforts de communication et votre transparence. Ça a été salué par tous. Mais on sent quand même un changement depuis quelque temps. Vous dites que vous avez pris connaissance des prévisions de l'INSPQ vendredi. Mais pourquoi vous n'avez pas senti le besoin de parler à la population dans ces circonstances-là, avec les nouveaux décès qui se comptent encore par centaines? Ça a inquiété tout le monde. Ça a apparu vendredi soir, ça a inquiété tout le monde. Pourquoi, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas cru bon vous adresser aux Québécois là, durant cette période-là? Bien, écoutez, je rencontre les Québécois via vous autres, là, 3 fois par semaine. Donc, quand même, c'est pas négligeable. Les résultats de l'étude de l'INSPQ confirmaient ce qu'on disait déjà dans les points de presse précédents, c'est-à-dire que la situation est sous contrôle en région, mais pas dans la grande région de Montréal. Puis ça allait dans le sens de l'annonce qu'on avait déjà faite de repousser l'ouverture des commerces, des écoles, des services de garde à Montréal à au moins le 25 mai. Donc, il n'y avait pas une nouveauté spéciale avec ces études. Vous avez parlé de la situation préoccupante parce qu'il y a un manque de personnel criant, là, notamment à Montréal, dans un personnel soignant. Là, il y a des militaires. Vous avez dit maintenant, on est rendu à 780 militaires dans les CHSLD. Mais ces militaires-là, j'imagine qu'ils ne resteront pas des années non plus. Ils sont là pour combien de temps et qu'est-ce qui va arriver après? Bon, ça fait partie des discussions qu'on a avec l'armée canadienne, là, parce qu'ils ont un fonctionnement, eux autres, où quelqu'un, quand il vient aider dans une tâche comme ça, habituellement, c'est pour une période de 28 jours, puis après, il quitte. Là. Donc, il y en a qui sont déjà là depuis 1 semaine, 2 semaines. Donc, c'est une des inquiétudes qu'on a, effectivement. On aimerait ça les garder jusqu'à temps que la crise soit terminée. Donc, ça fait partie des discussions qu'on a avec l'armée canadienne. Mais comme je le disais tantôt, moi, ce que je souhaite,
c'est que parmi les plus de 11 000 employés là, qui sont absents, qu'il y en a une partie, qu'il y en a des milliers qui reviennent parce que leur quarantaine est terminée, parce qu'ils peuvent revenir travailler, puis des gens qui sont infirmières, préposés, qui ont des qualifications supérieures aux soldats, finalement. Prochaine question, Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous deux. Ma première question est pour le Dr Arruda. Donc, vous nous confirmez que vous n'aviez aucune des données de l'INSPQ lorsqu'il a été recommandé de repousser le déconfinement de Montréal. Et par ailleurs, on aimerait vous entendre sur l'analyse, davantage sur l'analyse, les conclusions que vous tirez de ces projections-là. Bon, il faut comprendre que moi, j'avais vu des travaux initiaux. Mais de toute façon, je tiens à vous dire que la décision qu'on a prise pour le rapport à Montréal au 25 mai n'est pas associée seulement au scénario. Le scénario venait confirmer le R0 puis le R1 à l'extérieur. C'est basé sur les données épidémiologiques qu'on recueille. Puis si vous me permettez, j'aimerais quand même spécifier quelque chose qui est très important, puis on va s'assurer pour que vous ayez ce graphique-là régulièrement. Les décès, là, quand on vous a dit en fin de semaine qu'il y avait 140 décès, c'est des décès qui ont été déclarés cette journée-là. Mais quand vous les regardez, il y en a que ça datait du début avril, qui n'avaient pas été mis dans le système pour toutes sortes de raisons, détails, SP3, confirmation, de telle sorte que la courbe des décès, puis ça, on va s'organiser pour que vous les ayez, là. Dans les faits, dans la journée d'hier, du 10, il y a eu 12 décès. Il y en a eu 27 le 9, 12 le 8, puis ça va jusqu'au 12 mars, des nombres de décès qui apparaissent en rétrospective. De telle sorte que la courbe des décès, elle monte ici. La zone grisée ici, elle correspond, puis là, vous voyez peut-être pas bien, mais la zone grisée ici, puis on s'organisera pour que vous ayez le rapport demain, là. La zone grisée ici correspond à des données qui vont probablement rentrer dans les prochains jours, de telle sorte que la courbe de décès, elle a déjà une tendance à la baisse. Mais donc, ce que je veux vous dire, c'est que les scénarios, on les avait déjà vus, on en avait déjà discuté, il y a des modèles qui servent aux hospitalisations, etc. Elles tiennent compte de certaines données, mais ne tiennent pas compte des interventions de déconfinement qu'on pourrait faire. Ce qu'elles démontrent, c'est comment est-ce que le comportement, voyez-vous, à l'extérieur du Québec, quoi qu'on fasse, scénario pessimiste, à cause du R0 qui est très bas, puis du phénomène, que ce soit un scénario pessimiste ou optimiste, on est aplati, il n'y a pas de problème. À Montréal, c'est fragile. Tout dépendamment du changement de distanciation sociale. Juste un 10 de moins de distanciation sociale, c'est-à-dire on a un effet important sur la courbe. D'où ça vient nous montrer aussi que la collaboration de la population, quand on dit on déconfine certains secteurs, ça ne veut pas dire que tout le monde peut se mettre à circuler de la même façon. C'est ça que les courbes nous indiquent en termes d'interprétation. Les courbes vont être mises à jour, selon ce qu'on nous a dit, une fois par semaine. Parce que ça prend quand même des données de la dernière semaine pour être capable d'avoir un scénario qui varie suffisamment. Ce que je vous propose, parce que ça n'a pas été une question planifiée ou etc., on les avait vus, ils les publient. On l'a fait avec un scénario antérieurement. On pourra faire un briefing technique pour vous expliquer le scénario, les forces et les faiblesses avec les auteurs éventuellement qui pourront vous donner l'interprétation de ça qui est très compliqué. En sous-question? En sous-question, pour M. le Premier ministre, étant donné que le Québec est encore dans le peloton de tête en nombre de cas par 100 000 habitants et aussi en nombre de morts, est-ce que c'est encore possible de dire aux Québécois et plus spécifiquement aux Montréalais, ça va bien aller? Bien, écoutez, on voit que dans les régions, ça va mieux. Et puis, on pense qu'avec les efforts de distanciation puis le confinement qui a eu lieu à Montréal, on le voyait avec les graphiques, que la situation est au moins stable à Montréal. Puis on espère que ça va s'améliorer. Puis bon, quand on regarde la courbe dans les pays qui ont commencé la crise à peu près un mois avant nous, bien, c'est assez amélioré. Donc, moi, je suis confiant que dans les prochaines semaines, parce que ça va être 1, 2, 3, 4, 5 semaines, mais que la situation va s'améliorer, que ça va bien aller éventuellement à Montréal. Alain Laforêt, TVA Nouvelles.
Bonjour à vous, Monsieur le Premier ministre. Mes deux questions vont s'adresser au Dr Arruda. Vous avez parlé des décès, Dr Arruda. J'aimerais savoir une ventilation par rapport aux endroits, parce qu'il y en a eu quand même 200 en fin de semaine. On dit que c'était étalé pour plusieurs jours et 85 aujourd'hui. Alors, sont survenus où ces décès-là? Dans la population générale ou dans les résidences aux personnes? La grande majorité, ce sont des gens qui vivaient en CHSLD. Je pourrais vous donner, attendez, je vais regarder les chiffres ici, là. C'est ça. 54,3. Ben ça, c'est le cumulatif. Vous voulez savoir ceux d'hier? La fin de semaine. En fin de semaine? Fin de semaine puis aujourd'hui. Ben, je vais vous dire les dernières journées, là. Une seconde. Dans les dernières 24 heures, 50 venaient des CHSLD, 12,1 étaient à l'hôpital, 7,7 à domicile, 4,4 en RI, 23,1 en RPA, et puis 3 qui sont inconnus encore pour le moment parce que le lieu n'a pas été saisi. Quand vous êtes allé à Montréal vendredi, Dr Arruda, est-ce que vous étiez au fait de l'étude de l'INSPQ? Si j'étais au fait de l'étude de l'INSPQ, comme je vous l'ai dit, j'étais au fait à des versions préliminaires, là, mais j'étais pas au fait. Qu'on allait annoncer qu'il allait avoir 150 morts. Je savais qu'ils allaient publier leur scénario, là, puis 150 morts, c'est une question dans le scénario plus difficile, là. Mais la raison pour laquelle je suis allé à Montréal le vendredi, c'est qu'on lançait le nouveau programme de dépistage dans Montréal-Nord avec des méthodes nouvelles, avec autobus, etc. Et je voulais être avec les directeurs de santé publique de la communauté montréalaise métropolitaine parce que c'était une nouvelle intervention qu'on faisait dans la communauté. Vous aviez connaissance de cette étude-là? J'avais pas vu la dernière version finale comme telle, mais j'avais connaissance qu'ils allaient publier l'étude, effectivement. Comme on avait dit que, dorénavant, au lieu d'utiliser les scénarios que nous avions ici faits antérieurement avec une autre méthode, ça allait être celle que l'Institut allait mettre en place. Tommy Chouinard, La Presse. Bonjour. Bon, là, est-ce qu'on joue sur les mots ici, là, à savoir s'il y avait des travaux préliminaires de fait, là, les chiffres, dans le fond, vous saviez ce qu'il en était à peu près, là. Puis le premier ministre, j'imagine, a été informé là, de ça minimalement. Là. Monsieur le premier ministre, vous hachez de la tête, je veux bien comprendre. Vous n'étiez pas au courant du tout, de même les travaux préliminaires ou quoi que ce soit? Les décisions qu'on a prises sur le 25, sur le déconfinement, étaient basées sur les indicateurs de nombre de cas, de ce qui se passait au niveau hospitalier, des soins intensifs, etc., puis de l'information qu'il y avait de l'activité intense à Montréal-Nord. C'était pas en lien avec les scénarios. C'est pas le scénario qui est venu décider de faire du confinement. J'aimerais qu'on aborde la question de Montréal, parce que vous avez annoncé qu'il y a déjà donc plus de dépistage qui se fait à Montréal. C'est quoi le diagnostic de ce qui se passe à Montréal précisément? Est-ce qu'on parle vous avez évoqué, M. le Premier ministre, également les deux mondes, les CHSLD versus la population en général. Mais là, qu'en est-il du résultat des tests que vous avez faits pour mesurer l'état de la contagion à Montréal? Qu'en est-il? Bien, écoutez, je veux juste vous dire que je peux vous dire qu'il y a des tests qui sont faits actuellement, mais l'analyse de tous ces tests-là par les gens de Montréal pour me dire, bon, bien, c'est tant de cas, c'est des contacts asymptomatiques de cas de gens qui ont été des travailleurs de la santé, qui ont travaillé dans tel milieu. Je n'ai pas cette information-là encore. Ça va revenir au cours des prochains jours. Merci. On doit maintenant pas... De ce qui en est de la transmission communautaire à Montréal, au-delà de ce qui se passe dans les CHSLD. C'est-à-dire, ce que j'ai comme information, c'est qu'il y a de la transmission probablement plus active dans les quartiers chauds, comme notamment la région de... Il y en avait eu dans la Côte-des-Neiges, dans la région de Montréal-Nord, comme tel. Mais si vous me dites par rapport aux tests qui ont été faits au cours des derniers 5 jours, le détail analytique, ça, je ne l'ai pas. Mais on sait que, de par le fait que le nombre de cas est plus concentré à certains territoires, avec des zones chaudes que vous pouvez voir sur les cartes de Montréal, il y a probablement là de la transmission active. Mais est-ce que c'est de la transmission active acquise dans la communauté ou des foyers associés à des gens qui travaillent dans le milieu de la santé ou autre? C'est ça que je n'ai pas comme détail. Merci. Donc, c'est ce qui complète pour les questions en français. So we'll switch in English with Cathy Sonnet, CBC News.
Good afternoon. Quebec is the hardest hit province. Bonjour. Québec est la province la plus durement frappée par le virus. Et M. Justin Trudeau, samedi, a dit et a répété cela aujourd'hui qu'il est préoccupé par Papineau, sa propre circonscription. Il a également dit que les Canadiens un peu partout au Canada sont très prudents en regardant ce que tous les ordres de gouvernement font et s'ils prennent leurs décisions trop rapidement. Et cela pourrait faire revenir les Canadiens en confinement. Et donc, il faudrait vivre avec les conséquences. Vous ne voudrez pas vivre cela, n'est-ce pas? Réponse. Il n'y a personne de plus préoccupé par la situation à Montréal que moi. C'est pourquoi nous avons décidé de reporter les commerces au détail et les écoles à Montréal. Alors, bien sûr, nous nous préoccupons tous de la situation qui est prévue à Montréal. Quant au maire de Côte-Saint-Luc, selon lequel il va promulguer des lois telles que les associations de propriétaires de condos doivent installer des postes de désinfection et aussi avoir des aires communes contrôlées, parce qu'ils pensent que la province ne prépare pas assez la population de Montréal aux mesures de déconfinement. Qu'en dites-vous? Le maire de Côte-Saint-Luc va promulguer ses propres règles, car la province n'avance pas assez rapidement pour lui. Réponse. Écoutez, Côte-Saint-Luc fait partie de Montréal, mais nous avons recommandé et nous recommandons fortement que les masques soient portés. Si quelqu'un ne peut pas respecter les 2 mètres, si vous allez dans les magasins où vous aurez des interactions avec les gens, le 2 mètres ne peut pas être respecté. C'est pourquoi on recommande le couvre-visage. Peut-être le maire pense que nous ne le recommandons pas, ce masque, mais c'est faux. Vendredi dernier, quand j'étais à l'extérieur, même si je voulais avoir le 2 mètres, il y avait beaucoup de journalistes. Ils étaient tous regroupés, donc j'ai porté le masque. Quand je vais à l'extérieur, je porte un masque si je pense que je vais me rendre dans un endroit où je serai en contact avec d'autres personnes. C'est sûr que la distance sociale, c'est le premier élément, mais c'est peut-être une nouvelle étiquette respiratoire. On demandait aux gens de tousser dans le coude. Maintenant, c'est dans le masque. Mais je le répète, utilisez un masque, mais lavez-vous également les mains. C'est possible pour vous de répéter en français votre réponse sur cette dernière question, comme elle est importante. Là. Vous dites qu'il faut recommander fortement. Donc. Dans les faits, il faut comprendre que le maire de Côte-Saint-Luc a l'impression que je ne recommande pas le port du masque à l'extérieur. Là. Je vais être bien au clair. Bon, d'ailleurs, la Côte-Saint-Luc, c'est à l'intérieur de Montréal, mais pour tout, même à l'extérieur de Montréal, là où les gens peuvent penser qu'il pourrait y avoir une période où ils n'auraient pas le 2 mètres de distance. Ils peuvent porter un masque. D'ailleurs, je pense que vous savez, c'est pour protéger les autres et ne pas se protéger soi-même. Donc, ça va faire partie de la nouvelle étiquette respiratoire. Que plutôt que de tousser dans son coude, on porte un masque tout simplement. Si on va à l'extérieur, si on pense que dans certaines périodes, on ne sera pas capable de respecter le 2 mètres, c'est sûr que si on croise quelqu'un rapidement, le risque est faible, mais pourquoi pas ne pas porter un masque? Bien le porter, bien entendu, là, c'est pas le porter au menton ou à l'extérieur parce que ça ne sert pas à ce moment-là, mais ne pas oublier non plus de se laver les mains. Donc, on recommande fortement l'utilisation du couvre-visage actuellement dans le contexte où on commence à déconfiner, où le virus va être là pour un petit bout de temps au Québec jusqu'à temps qu'on ait trouvé un vaccin ou qu'il disparaisse par lui-même, ce qui est peu probable. Merci. So, next question, Phil Autier, Montreal Gazette. Good day. Just to follow up. Une question de suivi sur la question de M. Laforêt. Beaucoup de gens à Montréal ont été vraiment stressés ce week-end. Il y avait beaucoup de manchettes épeurantes sur le pic de cas et de morts en lien avec l'étude de l'Institut de santé publique du Québec. Vous étiez au courant des données préliminaires. Vous saviez que ça allait être publié vendredi.
Vous l'avez dit en français. Je savais que c'était bientôt, que ce soit vendredi ou lundi, je ne savais pas exactement. Vous avez eu tout un événement à Montréal, n'est-ce pas, la semaine dernière? Pourquoi ne pas avoir discuté ces chiffres à ce moment-là? Pourquoi retenir ces renseignements quand vous saviez à quel point les chiffres étaient dramatiques? Réponse. Je ne voulais pas que les gens soient anxieux en ne rien disant. L'objectif de ma présence vendredi dernier à Montréal, c'était sur les nouveaux aspects de dépistage. Et je n'étais pas au courant, et je voudrais m'assurer que je n'étais pas au courant que les chiffres allaient être si alarmants. Je dirais également, c'est que nous avions déjà décidé de reporter la réouverture jusqu'au 25 mai, au moins jusqu'au 25 mai, pour d'autres raisons. Et tout probablement, je ne me suis pas rendu compte que ce schéma, qui était le pire scénario, serait interprété comme ce qui allait arriver, car ce n'est que fondé sur un scénario si nous passons au déconfinement, mais sans les séquences. Donc, ce n'est que samedi, quand j'ai vu la presse, que j'ai compris qu'il y avait cette interprétation. Et donc, même si nous déclarons 142 décès samedi, ceux qui meurent depuis le début avril, comme regardez aujourd'hui, tous les cas là hier, en fait, il y avait 6 cas qui étaient là hier, parce qu'ils sont distribués du 1er avril jusqu'à la fin. Et donc, nous allons rendre public les courbes, donc les mortalités. Vous verrez que quand c'est déclaré comme une centaine, ce n'est pas le dernier jour, ça s'échelonne dans le temps, en lien avec le temps de déclaration, le délai, si vous le voulez. Question. Mais la critique, c'est que de laisser passer tout le week-end avec ces chiffres qui étaient là dans l'espace public. Auriez-vous dû réagir plus tôt pour calmer les peurs et les craintes des gens en lien avec ces chiffres, M. Legault? Réponse. Avant tout, nous montrons les chiffres mis à jour. Donc, si nous regardons les résultats, par exemple, nous vous donnons 100% des renseignements, des informations. Maintenant, il est question de projection. Les projections, si nous ouvrons les détails au commerce, les écoles à Montréal, alors l'INSPQ, l'Institut national de santé publique du Québec, dit qu'il y aura une explosion de cas si nous ouvrons. Donc, cela ne fait que confirmer que nous avons pris la bonne décision de reporter la réouverture des commerces au détail et des écoles à Montréal. Ce n'est qu'une confirmation que nous avons pris la bonne décision. Et nous avons encore 2 semaines devant nous. Et si la situation ne s'améliore pas dans les 2 prochaines semaines, nous allons reporter à nouveau cette date du 25 mai. Par conséquent, le scénario montré par l'INSPQ ne va jamais survenir. Ce n'était qu'un scénario hypothétique si nous rouvrions, ce qui n'est pas le cas. Question. Non. Supplément de réponse. Si nous décidons de rouvrir sans aucune autre mesure, c'est très clair dans les données. Le problème avec ces graphiques et des scénarios hypothétiques, sans contextualisation des experts pour expliquer les limites, je voudrais tout simplement annoncer qu'il y aura des nouveaux scénarios parce qu'ils sont générés à peu près 1 fois par semaine ou tout près d'1 fois par semaine. La prochaine fois, je crois savoir, si ça vous va, nous pourrions avoir une rencontre technique avec les journalistes pour que vous puissiez comprendre les tenants et les aboutissants. Ce sont des enjeux importants, surtout quand il est question de R0 et R1 et l'écart entre les deux. Mais pour les projections, il y a trop de possibilités différentes. Aplatir la courbe,
Quand il est question d'aplanir la courbe, comme on le disait avant, c'est clair qu'on ne va jamais permettre un tel pic, tel que vous voyez dans le scénario. Depuis le début, là, puis jusqu'à ce jour, toutes les informations sur les résultats, que ce soit le nombre de cas, les hospitalisations, les décès, toute l'information qu'on a, on divulgue cette information-là. Ce qu'on a eu dans le rapport de l'INSPQ vendredi soir, c'est un scénario où on examinait ce qui arriverait si on ouvrait les commerces de détail, les écoles et les services de garde à Montréal. On venait nous dire, si vous ouvrez à Montréal les commerces de détail, les écoles et les services de garde, il va y avoir une explosion du nombre de cas d'hospitalisation puis de décès. Donc, c'est venu confirmer qu'on avait pris la bonne décision de reporter ces ouvertures au 25 mai. Donc, l'INSPQ est venu, dans le fond, dire, vous avez bien fait de prendre cette décision. Mais ce qui est important de dire, c'est que le scénario qui a été déposé par l'INSPQ n'arrivera jamais. Il n'arrivera pas parce qu'on a décidé de ne pas ouvrir les commerces puis les écoles, puis on ne les ouvrira pas, les commerces puis les écoles, le 25 mai, si la situation est comme ça. Donc, le scénario, là, c'est un scénario hypothétique d'une affaire qui n'arrivera jamais. Merci. Et pour le bénéfice de tous, un pas de recul, peut-être aussi pour Dr Arruda, vous disiez, vous n'aviez pas appréhendé l'ampleur de la réaction vendredi. Écoutez, ce que je disais, c'était que les gens ont réagi beaucoup au scénario et ça a créé énormément d'inquiétudes. Moi, quand je suis allé en point de presse vendredi, là, je savais que l'Institut allait publier les choses. D'ailleurs, il y a plusieurs graphiques à l'intérieur de cela, puis je ne savais pas lequel qui allait nécessairement ressortir, parce qu'il y a différents scénarios. Il y en a un qui démontre que si on applique, comme Montréal est très fragile, que si on appliquait un déconfinement sans mesure de contrôle a posteriori, parce que quand on dit déconfinement, c'est qu'on déconfine, puis là, on laisse les gens circuler en quantité, sans qu'on intervienne sur les éclosions, sans qu'on fasse des tests de dépistage, etc., on se retrouve vers une extension très importante. Je n'ai pas réalisé que, moi, l'objectif du point de presse de vendredi était d'expliquer le nouveau programme de dépistage dans la région métropolitaine. Je suis allé à Saint-Michel, je suis allé voir un endroit pour itinérants, je suis allé à Laval voir les centres de dépistage. Donc, je ne suis pas revenu là-dessus. Ce n'est que samedi que j'ai vu que ça avait créé énormément d'inquiétudes. Et je tiens aussi à dire, tantôt, je ne sais pas si je l'ai dit pour la courbe des décès. En français, je l'ai dit. OK, parfait. C'est bien. Merci. Samuel Pouliot, CTV News. What is the government plan to Question. Quel est le plan gouvernemental pour augmenter les tests pour les gens asymptomatiques, par exemple les travailleurs en CHSLD? Réponse. Cela dépendra de la capacité. Pour l'instant, nous nous rendons là où il y a des symptômes. Et s'il y a un cas, alors là, autour d'un cas connu, nous allons tester les gens asymptomatiques. Si c'est un CHSLD important, on va faire un groupe qui aurait pu être en contact avec la personne malade. Donc, c'est un traçage des contacts. Et il y a également un enjeu pour tester tous les asymptomatiques parce qu'il faut répéter ces tests. Cela fera partie de l'analyse que nous allons faire quand la capacité sera augmentée. Question. Vous avez dit plus tôt qu'une des raisons pour lesquelles le nombre de décès est élevé, c'est que notre méthode de comptabilisation est différente. Pourquoi donc ne pas utiliser les mêmes méthodes que partout ailleurs pour pouvoir comparer et pour être sur un pied d'égalité statistique? Réponse. C'est une bonne question, car ce serait mieux d'avoir la même définition pour avoir des chiffres comparables. Mais au fait, nous voulions... Comment dire? Lien épidémiologique, mais oui... Quand on parle d'un lien épidémiologique, c'est une confirmation. Si vous êtes malade, vous êtes déclaré positif. Moi, j'ai presque les mêmes symptômes, mais je n'ai pas été testé. Nous n'attendons pas le test et la confirmation. Nous présumons que l'autre cas c'en est un. Les autres provinces, ailleurs, ils parlent de cas probables. Ils ne sont pas comptabilisés. Ils ne font que parler de cas confirmés.
C'est une stratégie différente, mais c'est que nous voulons avoir un portrait différent. On voudrait avoir une idée plus près de la réalité. C'est pourquoi nous avons décidé cela. Je donne toujours cet exemple-ci. Les gens qui sont morts lors des vagues de chaleur, et nous allons compter les décès probables comme étant des cas confirmés. Tandis qu'ailleurs, ils vont vouloir avoir l'autopsie, ça prend des mois. Moi, je pourrais dire que certains spécialistes avancent que quand nous utilisons la méthode et dites les morts excédentaires, c'est comparer les vrais décès à la moyenne des mêmes mois dans les années précédentes, nous serons plus près de la réalité au Québec qu'ailleurs grâce à cette méthode statistique. C'est que nous déclarons réellement tous les morts qui sont associés avec la COVID-19. Deux questions rapides de Global News. Nous voyons des éclosions dans des quartiers comme Parc Extension, Montréal-Nord, Verdun. Quelle est la stratégie pour endiguer ces éclosions, pour que cela ne se propage pas à d'autres quartiers? Réponse. C'est l'approche de la recherche et de l'endiguement, c'est que d'identifier les cas par cas dans les zones d'éclosion pour que les gens soient au courant, la mise en quarantaine et le suivi s'ils développent des symptômes, et en fait faire une enquête pour savoir exactement où les cas se sont promenés pour pouvoir identifier des contacts et les mettre en quarantaine et ne pas laisser les gens qui ont été en contact avec les gens déclarés libres à circuler. Dernière question. McGill et l'Université de Montréal ont annoncé qu'ils ont enseigné en ligne à l'automne. Est-ce que c'est un signe que toutes les écoles seront virtuelles à l'automne? Réponse. Non. Nous allons examiner la situation. Nous osons espérer qu'il y aura de l'enseignement, sur place dans les écoles et les universités, mais nous ne pouvons le confirmer. Nous ne pouvons pas dire si c'est possible ou non aujourd'hui. Tout probablement, nous aurons des annonces à faire cet été. Cette conférence de presse, à bientôt. Il a été beaucoup question de données, de chiffres, de graphiques lors de ce point de presse. On va vous expliquer avec Sébastien